Hello à tous et bienvenue dans Worship Hour, le podcast où on discute louange avec des chrétiens qui ont décidé de mettre leur don pour la musique au service de Dieu. Cette semaine, je retrouve le rappeur Meek, auteur, compositeur et interprète, mais j'ai surtout envie de dire poète. Parce que quand j'écoute ses titres, ce qui me marque et ce qui me bouleverse le plus, c'est vraiment la beauté de sa plume. Alors dans cet épisode, on parle d'écriture, de foi et de créativité. Et en termes de créativité, Meek surprend avec son dernier projet, un podcast-album sur le thème de la création. Si ça vous intrigue, restez avec nous. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Meek! Salut Stacy. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être présent aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi. Je t'en prie, je suis moi-même honoré, c'est cool. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter dans un premier temps? Oui, alors je suis Meek, ça s'écrit M-E-A-K, mais c'est mon nom de scène. Je suis Mathieu, en vrai, je suis marié, j'ai 34 ans et je vis en région parisienne et je vis de la poésie, de l'écriture, de la musique depuis 2017. Et alors, comment est-ce que ça a démarré tout ça? Comment est-ce que tu as commencé la musique? Je fais exprès de dire poésie d'abord parce que je suis tombé amoureux de la poésie au début. J'avais 14 ans. Donc, c'est fou, ça fait quand même 20 ans que j'écris maintenant. Je me sens Ça vieux. passe, ça passe. Ça passe très très vite. J'avais 14 ans quand j'ai écrit mes premiers poèmes. C'est un peu l'histoire que j'aime raconter, c'est qu'à la base, je voulais être poète. Et du coup, la musique a été le moyen le plus facile pour pouvoir faire écouter, ou du moins lire, mes poèmes à mes amis, puisqu'à l'époque, tout le monde trouvait ça ringard au lycée. Et le fait que l'on puisse marier les rimes à de la musique, ça a fait que j'ai Hmm, choisi le rap comme premier vecteur, si tu veux, tu vois. Donc ouais. voilà, donc ça a commencé par la poésie, ça a enchaîné avec le rap, et aujourd'hui, après presque 20 ans après, je vis de ça, donc c'est top, je suis content. Ouais, c'est trop bien. Et comment est-ce que tu définirais, donc là tu parles de rap, mais comment est-ce que tu définis ton style de musique? Parce que quand on Hmm. écoute tes sons, c'est vrai que c'est plus large que le rap. Ouais, souvent les gens disent slam, mais je les reprends un petit peu parce que le slam est en fait comment dire, euh, il s'affranchit des règles rythmiques, tu vois. Le rap, il y a quand même une notion de rythme, une notion Hmm, de beat à respecter. Donc en fait, ça reste du rap techniquement. N'en déplaise aux gens qui se disent oh le rap c'est pas bien, donc techniquement ça reste du rap. Après c'est vrai que ça sort un peu du cadre, un peu plus ouais. l'image parfois négative qu'on a de la culture rap, des rebelles, etc. Moi, ça reste de la Hmm. poésie en musique. J'aime bien dire cette formulation-là aussi. Un rap plus musical, plus harmonieux, avec un message donc qui reste assez engagé quand même. Et qu'est-ce que tu écoutais, toi, comme musique avant de te lancer? Avec quelles influences musicales t'as grandi? Il faut savoir que mon père est professeur de musique et arrangeur jazz. Donc, tout petit, avec mes sœurs, on écoutait beaucoup de jazz, de Hmm, musique classique, de gospel, de blues, de black music, on va dire, et de bonne musique, comme dirait mon père. Donc en fait, j'ai grandi avec ces influences-là. Je suis d'origine malgache, donc on écoutait aussi beaucoup de musique du ouais, monde, on va ouais. dire, ethnique, de style malgache, mais aussi réunionnais, puisque j'ai vécu à l'île de la Réunion. Donc c'est Mhm. plus ces styles-là. J'ai vraiment mis du temps avant d'écouter du rap, curieusement. Donc ouais, j'ai plus baigné dans le funk, la soul, la black music, quoi. Ouais, avant de te lancer dans le rap. C'est Et, ça. euh, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans tes playlists perso? Toujours un peu de tout ça, beaucoup de musique classique, beaucoup de jazz, mais c'est vrai que j'y Hmm, incorpore davantage de néo-soul, de R&B à l'ancienne. J'aime bien aussi, du coup, j'aime tous les styles musicaux finalement, et j'écoute un peu plus de rap, même si ça reste un style musical que je n'écoute pas tant que ça finalement. ouais, donc t'en fais, mais t'en écoutes Oh, peu. voilà, c'est ça. En fait, c'est important d'écouter quand même pour être au fait de ce qui se fait maintenant et être un peu à jour et comprendre la culture, parce que ça reste quand même, il y a une culture quand même urbaine, donc à comprendre, surtout si on a pour ambition de parler aux gens qui écoutent ce style musical. Donc ça serait prétentieux de ma part de me dire ils comprendront dans tous les cas. Ouais. Donc oui, j'essaie de faire l'effort quand même d'écouter ou de comprendre le milieu, mais après c'est vrai que mes styles qui vont revenir le plus souvent dans mes playlists, ça restera la soul et puis le jazz. Hmm. Toi, tu disais que tu as commencé justement par l'écriture, en fait, par Mhm. la poésie. Tu as clairement un don pour ça. Mais comment est-ce que tu travailles ça, toi, au fil des années? Comment est-ce que tu fais Hmm. pour t'améliorer, pour pas perdre le goût et l'envie?
Je dirais deux choses. Beaucoup de lecture. C'est important de lire pour pouvoir enrichir son vocabulaire Mm. et puis être affûté dans sa réflexion. Mais aussi, et là, bon, c'est plus trop un secret parce que je crois que je finis par le dire à tous les médias qui m'interviewent là-dessus, je tiens un journal. Donc, Ah, c'est pas un journal forcément. intime, mais dans un sens, oui. C'est depuis l'âge de 17 ans. Donc, en fait, tous les jours, j'écris ce que je vis dans la journée. Donc, ça ne rime pas. Parfois, c'est 3 lignes, parfois, c'est 3 mots, parfois, c'est 3 pages. Ça dépend ce que je vis. Mais en fait, le fait de travailler sa plume comme ça, déjà, ça m'efforçait à ne pas toujours me répéter, parce que parfois, il y a des jours qui se ressemblent, hein. Parfois, le lundi ressemble au mardi, qui ressemble au mercredi. Donc, ça m'efforçait, si tu veux, à varier mes tournures de phrases, à trouver d'autres mots, à enrichir mon champ lexical, etc. Donc ça, je pense que ça a beaucoup contribué à ma créativité et à une écriture un peu plus originale après dans mes textes, quoi. Ouais, au final, toutes tes lectures et ton écriture aussi quotidienne te nourrit pour ensuite tes propres textes, quoi. C'est ça. Après, il y a un élément indéniable, c'est la foi. Et en fait, Mm. j'ai quand même senti la différence entre remettre un projet ou même un texte, tu sais, c'est pas forcément un album, ça peut être simplement un Ouais, texte, à Dieu. Cette formulation me paraissait tellement bateau, remets les choses à Dieu. Mais en fait, quand je l'ai testé pour de vrai à finalement, 17 ans, je dis, ah mm. ouais, il y a une différence quand même en termes Tout de suite, ça de, change. c'est ça, de résultats à l'oreille ou aux yeux, si c'est un texte juste à lire, mais Mm. aussi dans l'impact que ça peut avoir sur l'auditeur ou le lecteur. En fait, c'est fou de voir comment quelque chose d'inspiré divinement euh, change la donne, en fait. Mm. Ouais, complètement. Et du coup, j'aurais voulu qu'on échange un petit peu sur ton dernier projet, donc Imago Dei, Ouais, qui est en fait un podcast album. c'est ça. Alors déjà, forcément, moi, je suis ultra fan du concept, puisque voilà, hein, podcast. Et en fait, pas que podcast album, parce qu'il y a aussi une vidéo. Donc, vous avez tourné une sorte de court Ouais. métrage aussi qui accompagne tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venu le projet et aussi pourquoi ces formats-là, ces choix de format? La vidéo est un projet initial à part. Quand on Ok. parlait vidéo avec l'organisme, enfin l'association Imago Dei, euh, il m'avait commandé cette vidéo-là en tant que directeur artistique. Donc c'était que la vidéo et c'était vraiment, ça avait pour but de représenter la doctrine de Dietrich Bonhoeffer de manière imagée avec les 3 grands volets Imago Dei, Sicut Deus et Agnus Dei. Ça Hmm. devait s'arrêter là en vrai. C'est pour ça que la vidéo, elle est assez longue, mais parce qu'elle doit résumer 3 grands volets d'une doctrine très précise. C'est plus ma suggestion derrière qui fait eh oh, il y a tellement de choses à dire, c'est trop intéressant, moi ça m'inspire des textes, et puis j'ai Ouais. lu les ouvrages de Bonhoeffer, mais ça serait trop bien de détailler tout ça, ne serait-ce que de vulgariser pour rendre ça accessible à mes auditeurs. Moi, je me pars sur l'idée d'en faire un album. Oh non, soyons plus fous, d'en faire un podcast album parce qu'il y a tellement de Allez. choses à dire que les textes ne vont pas suffire. Donc voilà, c'est plutôt comme ça Hmm. que le projet est né et l'équipe Imago Dei m'a soutenu à 100%. Donc oui, effectivement, le premier volet Imago Dei, donc à l'image de Dieu, est sorti. Hmm. Et bientôt, donc en décembre, sortira le deuxième volet sur 3. Et parce que donc c'est inspiré du livre de Bonhoeffer Ouais, sur la création. Toi, qu'est-ce c'est qui ça. t'a autant inspiré sur ce thème-là? En fait, c'est de redécouvrir la jeunesse, la création. Tu vois, quand il y a des histoires que tu connais déjà et que tu regardes un film, par exemple, autour de ça, mais sous un angle différent, euh, tu te reprends. C'est de nouveau passionnant. En fait, si on m'avait raconté à nouveau l'histoire de la jeunesse que j'entends depuis que je suis petit, puisque j'ai été élevé à l'école du dimanche, je me serais dit oui, bon, je sais, Adam, Ève, la pomme, etc. Ouais, ouais. Bonhoeffer nous montre une application très concrète, très contemporaine et montre toutes les implications sur ta façon de vivre l'écologie, ta relation avec l'autre, ta façon de te regarder toi-même. Et toutes ces Hmm. choses, mais j'avais jamais vu tout ça juste dans 4 chapitres de la Genèse, en fait. Ouais. Donc moi, c'est ça, en fait, qui m'a fait me dire, faut que beaucoup plus de gens bénéficient de cette thèse-là, j'ai envie de dire, parce que ça peut révolutionner même notre rapport à Dieu, à notre existence et à l'autre. Donc ouais, c'est un peu la redécouverte de la Genèse qui m'a donné envie de diffuser ça en album podcast. Ouais, en fait, c'est très dense et très riche comme texte, quoi. C'est ça. Et c'était aussi la contrainte parce que partager quelque chose de dense et riche, tu peux très vite perdre des gens en route. Déjà que le format podcast album est pas habituel,
si en plus Ouais. c'est pour raconter des choses un peu perchées et trop profondes. Donc c'était un vrai défi pour moi d'avoir aussi ma communauté, ou en tout cas mes auditeurs qui me suivent régulièrement, Mm. d'avoir leur confiance et de leur dire venez avec moi, ça sera un peu un virage particulier, mais je vous assure ça vaut le détour. Et j'étais très, on va dire, très encouragé par les retours très positifs aussi par rapport à ça. Tu disais donc le deuxième volet va sortir d'ici la fin de l'année. Ouais. Est-ce que tu as prévu aussi donc, que ce soit aussi un podcast album ou est-ce que tu pars sur un format plus classique? Non, les 3 volets seront des podcasts albums. Donc le deuxième aussi donc le sera exactement pareil. 5 Mhm. titres. Donc les titres peuvent être écoutés bien sûr de manière détachée pour ceux qui ont la flemme de réécouter tous les dialogues, bien évidemment, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, Ouais, ouais. etc. On peut écouter les titres séparément. Après, j'encourage vivement à écouter les dialogues puisque ça nous permet de mieux comprendre les Mm. titres. Mais en tout cas, ouais, là l'épisode 2 sur 3 devrait sortir en décembre en hiver. En fait, s'il pouvait y avoir un podcast album sur tous les albums qui sortaient, ça serait tellement plus clair, Mais oui, mais tellement plus clair carrément. pour tout le monde. Bon, après, j'en aurais peut-être, du coup, mon podcast aurait peut-être eu zéro utilité, mais C'est en fin de vrai, compte, c'est vrai. c'est vraiment, ça t'explique tout, quoi. Parce qu'on peut écouter des artistes, parfois, c'est des concepts qu'on a du mal à Ouais, saisir, et au final, ben, il suffit de, allez, 10 minutes d'explication c'est et ça, on y est, quoi. c'est ça. Et je pense que beaucoup d'artistes, effectivement, sont parfois frustrés quand ils apprennent que les auditeurs n'ont compris que 30% de leurs propos. Ouais. Et là, en fait, c'est comme m'offrir moi-même une sorte de plateforme. C'est presque de la triche de me dire, bon, de toute façon, je pourrais l'expliquer à haute voix pendant le podcast avec Léa, mon interlocutrice. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est un super moyen et que c'est en plus un média de plus en plus utilisé et écouté et consommé. Et du coup, je trouve ça top et l'idée m'a paru vraiment cool. Ouais, complètement. Mais toi, c'est quelque chose que tu faisais un peu déjà avec, tes vidéos YouTube, les mixtapes, où tu expliquais un petit peu déjà certains de tes sons, Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, tu sais, amener les gens dans mon univers, pas juste balancer un son, mais les, les inviter dans le processus de création et qui voient un petit peu ce qui m'a amené enfin vraiment le côté partage est très ludique et mmh très mh. pédagogique. Je trouve que c'est important parce que moi-même j'aime pouvoir pénétrer l'univers d'un autre artiste et mieux comprendre sa façon de travailler. Donc ouais, c'était important et ça a toujours été important pour moi Ouais. d'avoir cette ouverture et cet échange avec l'auditeur. Non, mais c'est très, très, très utile. Et est-ce que donc parce que sur ce volet, tu as travaillé en collaboration sur un titre avec, Corinne Simon Ouais, et Matt Marvan. c'est Est-ce ça. qu'il y a d'autres collabs qui sont prévus sur les autres? Finesse, on est bientôt en septembre et j'ai toujours pas vraiment bossé. Ça doit sortir en décembre, donc je t'avoue que je ne sais pas encore. J'ai prévu de faire des collabs, mais il faut que je Ouais, contacte les gens et il faut que je mette ça en place. Mais oui, a priori, il devrait y en avoir, mais je pourrais pas te dire qui parce que moi-même je ne pour sais l'instant, pas. tu sais pas. Voilà, pour l'instant, ouais. Donc on a un court-métrage, un podcast, trois parties. On n'est pas du tout sur une sortie d'album, classique, puisque là tu réinventes complètement les codes, hein. Est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part de faire différemment sur ce projet-là? Ou est-ce que ça t'est venu, un peu, naturellement au fur et à mesure que tu travaillais dessus? C'est venu naturellement. Là, pour ce projet, pour du bon offer, un album normal n'aurait pas suffi. Là, vraiment, Mmh. le diviser en 5 titres, en 3 fois 5 titres, et ajouter un côté podcast pour mieux expliquer, ça semblait le plus adéquat pour Ouais. cette volonté de vulgariser, on va dire, la thèse de bon offer. Après, c'est vrai que je reste encore attaché au format album. Ouais. Et j'ai aussi d'autres choses à dire. Parce que parler de Bonhoeffer, bon, c'est bien, mais j'ai envie de raconter ma vie, mes dernières lectures bibliques, mes derniers états d'âme, on va dire. Mmh. J'ai d'autres choses à partager. Donc, c'est pas impossible que entre temps ou juste après, vous découvriez un autre album normal ou des titres qui sortent un peu par-ci par-là en mode single. Je m'avance pas trop, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui restent là sur le côté du Mmh. bureau. Donc oui, ça reste quand même important pour moi, au-delà du projet podcast album, de continuer à sortir des musiques plus traditionnellement, quoi. Oui, oui. Pour toute la partie podcast, tu as travaillé donc avec le podcast Sagesse et Et Morito, Morito, ouais. donc avec Léa. Comment est-ce que ça s'est, passé votre collaboration? Elle fait partie du collectif Imago Dei et c'est eux Mmh. qui avaient passé la commande pour la vidéo. Et donc en fait, je crois que ça s'est fait très naturellement.
je me disais que dans tous les cas, il fallait un interlocuteur. Il existe des podcasts où les personnes font des monologues, pourquoi pas, mais là, pour le coup, il me fallait un interlocuteur, et j'écoutais Sagesse et Morito déjà en parallèle, donc j'ai trouvé que c'était l'interlocutrice idéale. Idéalement, en fait, non, j'aurais voulu avoir les trois. Je sais pas si tu sais, sur Sagesse et Morito, ils sont trois. Ouais. Après, ils sont éparpillés chacun au bout du monde, donc pour des questions logistiques et pratiques, on est resté juste sur Léa et moi-même, mais en tout cas, c'est une super équipe. Et pour ceux qui ne connaissent pas Sagesse et Morito, j'encourage à découvrir ce podcast qui est très cool aussi. Ouais, c'est un podcast chrétien, donc ils sont trois animateurs et ils échangent sur des sujets de société, hein, c'est ça en C'est général, ça. voilà, avec un éclairage chrétien. C'est ça, ouais. Et il y avait justement cet aspect-là, le fait qu'ils abordent des thématiques sociétales et très actuelles et très contemporaines. Ça, c'était parfait pour Bonhoeffer. Si c'était pas, voilà, ils avaient déjà ce côté très ciblé. Donc ça collait bien avec mon projet. Ouais. Et donc sur ce projet-là, le point de départ, ça a été donc le livre de Bonhoeffer, Mhm. mais tu as partagé récemment sur tes réseaux, sur ton Insta, les tracklists de tes albums avec à chaque fois le verset associé Ah à oui, chaque titre en fonction de la thématique. Donc ouais. ma question c'est, est-ce que jusque-là, ton point de départ, c'était toujours la Bible ou pas du tout? Ou tu avais d'autres inspirations? Jusque-là, c'est-à-dire. Jusqu'au projet de Imago Dei, je veux dire, où là, c'était le livre de Bonhoeffer qui a démarré un petit peu tout ça. Ah oui. Non, en fait. Non, pas toujours, pas systématiquement. Parfois, Mmh. le point de départ d'un texte, ça peut être simplement quelque chose que j'ai vécu, une douleur, qu'elle soit très personnelle, qu'elle soit familiale, ou un bel événement. L'inspiration peut venir vraiment de partout. De Mmh. l'extérieur aussi, si quelqu'un me raconte son histoire et que ça m'a touché, je peux en faire un texte. Bien sûr, il y a une grande partie de mes textes qui sont aussi inspirés de lectures bibliques, qui m'ont édifié, qui m'ont bousculé, qui m'ont corrigé, qui m'ont fait découvrir pas mal de nouvelles choses. Donc Mmh. ouais, non, je pense que mes textes n'ont pas une origine à chaque fois identique. Euh, et c'est pour ça que cet exercice de mettre un verset biblique Ouais. par titre, c'était assez intéressant parce que je l'ai fait rétroactivement. Je me suis dit, mais attends, en fait, même si je raconte mon rapport au foot, par exemple, dans le titre Transfert, Mmh. dans l'album Plume à Scandale, et ben je me dis, forcément, ce côté rachat, j'ai été racheté à un grand prix, etc. Ouais, Je l'ai pas pris de nulle part, bien c'était sûr. latent, c'était là, c'est dans la Bible. Donc je me suis dit, Mmh. voilà, comment faire un lien. Parfois, la Bible inspire le texte, parfois le texte me rappelle un verset biblique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sorti après ce petit visuel. Et est-ce que donc à travers tous tes albums, comment est-ce que toi tu décrirais ton évolution depuis, ton premier projet jusqu'au dernier? J'aime écouter mes premiers projets et me rendre compte à quel point j'étais quand même un grand gamin. Qui avait des grandes aspirations, pardon, qui avait des bonnes intentions, mais qui résonnaient parfois comme un petit jeune, quoi. Donc, bah, déjà, j'étais Mmh. célibataire. Donc là, c'est marrant de voir l'évolution aussi. Je finis par aujourd'hui parler sur le texte H24 du mariage, alors que dans les premiers albums, on entend parler de comment je vis mon célibat. Donc, j'aime lire l'évolution avec un regard humble en me disant, ben, c'est Dieu qui m'a accompagné pendant tout ce temps-là et il a été fidèle. Euh, et dans ma plume, je pense qu'il y a quand même aussi une évolution d'une écriture un peu plus libre, dénuée de ces, comment dire, de cette grosse pression de il faut que j'ai du flow, il faut que je mette beaucoup de Ouais. technique, il faut que j'impressionne. Je pense qu'au début, on veut toujours se prouver, j'appartiens au monde du rap, est-ce que vous, les rappeurs, vous me validez? Mais Ouais. avec l'âge, on se dit, bon, j'ai plus un propos à partager. Si les gens trouvent que ça a du style et que ça a du flow, tant mieux, je prends. Ouais. Mais c'est avant tout un propos, c'est avant tout un cœur à ouvrir, c'est avant tout une expérience réelle et authentique à partager. Donc ouais, je pense que par rapport à mes premiers textes, il y a moins de fioritures et moins d'envie d'impressionner, quoi. Mmh. Et toi, en tant que chrétien, personnellement, quel a été l'impact de l'écriture dans ta vie spirituelle? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait Hum, grandir, mûrir, tu vois? ouais, ouais. Bien évidemment, la réponse politiquement correcte et très chrétienne, ça sera de te dire à la fois vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc oui, l'écriture, la Mmh. Bible elle-même, bien sûr, a forgé ma foi. Mais après, c'est vrai que la littérature chrétienne, et là, je fais la différence Ouais. entre la Bible et la littérature chrétienne, les personnes qui ont pris le temps d'écrire des ouvrages qui simplifient, enfin, pas simplifient, mais vulgarisent ou expliquent avec des images,
qui utilisent des métaphores, qui utilisent un vocabulaire plus proche ou plus jeune ou plus contemporain, ça m'a beaucoup aidé à démystifier certaines choses, clarifier d'autres choses, aiguiser ma réflexion sur d'autres. Donc oui, moi, l'écriture et la transmission du savoir par l'écriture, ça a été très bénéfique pour moi et je pense que oui, effectivement, c'est ça qui me donne envie de faire de même en disant non mais les gens, c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensiez. Ne partez pas tout de suite, je vais vous la réexpliquer en utilisant la métaphore du transport en commun. Peut-être que vous allez mieux comprendre l'évangile. Et ouais, je pense que c'est parce que moi-même j'ai été au bénéfice d'auteurs qui n'étaient pas forcément des rappeurs ni des chanteurs, mais d'auteurs qui ont pris le temps de se dire on va bien écrire pour que ce soit bien compris. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis. Et en plus, bah, cette semaine, j'écoutais un podcast de, tu sais, Un pasteur vous répond de, avec Florent Varac. Et Ouais, je crois qu'un dernier épisode qu'il a sorti, ouais. c'était, comment grandir, spirituellement. Et un de ses Mhm. conseils, en tout cas, qu'il donnait, c'était justement de lire des livres par thématique. En fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a des personnes avant nous qui ont déjà, Ouais. regroupé beaucoup de pensées autour de, bah, je sais pas, l'Église, la repentance, le pardon, et cetera. Et en fait, ne serait-ce que de coupler ça avec la lecture de la Bible, ça permet aussi de grandir et de se nourrir, à fond, quoi. Carrément. Et je me permets une petite digression. Tu sais, quand Jésus il parle à ses disciples après avoir enchaîné plein de paraboles, il leur dit, mais vous comprenez quand je parle comme ça? Et eux, ils disent, oui, oui, on a compris les paraboles. Et en fait, pour expliquer l'importance des paraboles, Jésus il fait une autre parabole en disant, en fait, c'est très important de faire ça parce que vous ressemblez à quelqu'un qui un maître de maison qui pioche des choses connues dans son trésor et en retire des choses nouvelles. Et du coup, là, les gens, ils sont perdus. Ils disent, attends, tu nous expliques les paraboles, mais tu fais encore une autre parabole. Et j'ai lu un peu les commentaires sur ce passage qui est super précieux, qui dit juste prenez des choses anciennes, comme la nature, comme les animaux, la bouffe et tout ça, et faites-en des choses nouvelles, faites-en sortir des nouvelles choses comme le royaume de Dieu, Mmh mh. ce que vous ne connaissez pas encore. Moi, je parle comme ça, et tout enseignant de qualité, je paraphrase et je modernise sa façon de parler, mais il le dit carrément, en gros, vous qui allez devenir enseignant à votre tour, ou en tout cas qui allez communiquer des choses, faites ça aussi. Et moi, je donne des cours à l'Institut biblique de Nogent, qui s'appelle Écriture artistique et théologique. Et en fait, j'aime bien commenter ce passage en disant, en fait, Dieu est en train de dire, rappez les gars. Ouais, c'est ça. Ou rappez. En fait, Bon, là, je suis devenez vraiment un rappeur. propriétaire. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, utiliser des images. Pour parler plus sérieusement, ça marche. C'est plus digeste, c'est plus clair, ça reste Mmh. en mémoire. Moi, si j'ai utilisé toutes ces paraboles, le semeur, etc., c'est parce que je connais le poids des images et Bien des sûr, ouais. illustrations. Et moi, ça m'encourage énormément quand je me dis, bah, si le maître lui-même le faisait et encourage à le faire, C'est ça, je vais le faire. c'est ça, c'est ça. Non, t'as raison, t'as raison. Et donc tu dis que tu enseignant? Je suis intervenant. Ouais. J'interviens du coup depuis bientôt 2 ans, donc ouais, à l'Institut biblique de Nogent, entre autres, puisque j'interviens aussi des fois ponctuellement dans différentes églises ou Mmh. dans des associations d'églises. Donc, et aussi dans le séculier, donc dans les collèges et les lycées. Donc là, je parle pas Ah, trop forcément de bien. l'aspect théologique. Là, c'est plus des masterclass entre guillemets ou des ateliers Ouais. d'écriture ou sensibilisation sur l'importance de bien écrire, de bien communiquer. Mais effectivement, dans un milieu plus chrétien, je vais intervenir plus pour faire cette passerelle entre une bonne théologie, une doctrine solide, au service d'une écriture artistique, Mmh. mais aussi l'inverse, l'écriture artistique au service d'une bonne théologie. Je prends souvent l'image de Ouais. toc toc, je suis un artiste, je toque à la porte du théologien. Est-ce que est-ce que vous pouvez, pardon, me enrichir mes textes. Je veux apprendre de vous. Quelle est votre Mmh. dernière doctrine, votre dernière trouvaille théologique? Eh bien, à l'inverse, j'aimerais que le théologien fasse toc toc, monsieur l'artiste. Vous qui avez la facilité de communiquer ou d'utiliser des images, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que là, je vais faire une prédication, je vais faire une présentation. Quel serait le format le plus digeste, le plus clair? Donc voilà, j'aime travailler sur cette passerelle. Ah, c'est top. Non, c'est génial. Et toi, puisque on parle un peu de théologie, Ouais. quels, théologiens t'ont inspiré? Ou il y en a beaucoup, mais là, comme je suis que à fond en ce moment sur Bonhoeffer, Sur je dirais Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer parce qu'il a ce côté très très subversif. À la limite parfois de l'éthique, parce que quand on sait qu'il a comploté pour le meurtre d'Hitler, on se dit bon, il va un peu loin le garçon, Mmh. mais il avait un certain zèle, un poids au niveau de ses connaissances, au niveau aussi de son engagement sociétal. C'était pas le chrétien dans son monastère à rédiger des choses et à publier comme ça loin de tout le monde. Il était investi. Donc moi j'aime cette, cette foi, j'aime utiliser cette expression, culturellement pertinente. Ouais. On va pas
c'est pas une vieille foi plein de poussière. C'est pas vraiment un théologien, mais je dirais Paul, dans la Bible aussi, qui avait ce Ouais. côté très je m'insère, je vais en Grèce, je vais à Athènes, je vais être pertinent dans cette culture Mm. athénienne par les écritures et aussi par ma réflexion intellectuelle. Ouais, au plus proche du peuple au final. Mm. Exactement. Oui, c'est vrai, parce on n'a pas expliqué, mais Bonhoeffer, il évoluait donc dans un contexte assez particulier, C'est ça. Ouais. puisqu'il était donc résistant dans l'Allemagne nazie et aussi donc pasteur. Donc c'est pour ça que, enfin, Ouais. d'où ses écrits qui soient aussi voilà, très imprégnés de sa vie à ce moment-là. Ouais. Ouais. Complètement. Est-ce que toi, tu as un conseil à donner à des chrétiens qui souhaiteraient se lancer dans l'écriture ou dans le rap? Euh, oui, j'en ai plein et ça serait dur d'en donner un seul, mais ce serait n'essayez pas d'être Mick. N'essayez pas d'être tel rappeur qui a fait quelque chose de bien ou tel chanteur qui a réussi. Euh, Parce que Dieu nous a donné un côté unique. Et en fait, euh, souvent, on est en proie au mimétisme. On se Mmh. dit, oh, ça marche, je vais chanter comme lui, et si j'arrive bien à le faire, ça va marcher. Mais les auditeurs, au final, veulent entendre quelque chose de nouveau, quelque chose d'intrinsèque, quelque chose de propre à soi. Moi, pendant longtemps, j'utilisais une autre voix, je rappais avec cette voix-là, parce que c'est très complexé par un Ouais. rappeur. Un rappeur qui a une voix aiguë, ça n'existe pas. Un rappeur qui fait des blagues, ça n'existe pas. Un rappeur qui n'a, qui n'a jamais touché à des guns et tout ça, qui n'a pas été un thug, comme on dit, Il ça y a pas le n'existe côté pas. gangster, Ben voilà, c'est ça. Comment ça se fait? Et le jour où, et c'est la Bible qui m'a beaucoup aidé avec le passage La vérité vous affranchira. En d'autres termes, la vérité vous rendra libre. C'est Matthieu, c'est mon vrai prénom. Matthieu, sois libre et sois vrai plutôt, et ça va te rendre libre. Utilise ta vraie voix. Utilise ta vraie vie. Ta vie, elle est faite plutôt de basket et puis de jazz. Donc n'hésite pas à mettre du jazz dans tes morceaux si t'aimes bien ça. Parle de ton vrai ton quotidien. T'as pas touché à des guns, t'es pas un thug, t'as pas vécu dans une ville dangereuse, bah dis-le. Et Ouais. en fait, voilà, c'est un peu ça que je dirais aux jeunes artistes. Euh, voilà, ça peut paraître bateau comme phrase, soyez vous-même, mais vraiment Mmh. artistiquement, c'est tellement facile de vouloir quand même se conformer à un genre musical ou un style musical que finalement on s'oublie un petit peu. Et je le redis, moi je suis la preuve vivante et humblement je me dis c'est ouf de me dire que je vis de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens Mmh. me payent Ouais. pour écrire et tout est parti de juste cet amour de l'écriture, mais la vérité vous affranchira et ça m'a rendu libre. Quoi. Toi, tu as mis combien de temps à peu près avant de vraiment pouvoir en vivre? Hum, Premier vrai concert sérieux, c'est-à-dire 2010-2011 et du coup je suis passé à plein temps fin 2017, donc ouais à peu près 6-7 ans. Oui. Ouais, pour roder un peu le truc, voir ce qui m'allait sur scène, comment faire un album, comment travailler seul, comment être discipliné aussi Mmh. dans son travail. Ouais, il m'a fallu à peu près 7 ans pour ensuite me lancer à plein temps. Ouais. Non, mais en tout cas, gloire à Dieu Ah oui, complètement. pour tout ça, hein. Non, franchement, c'est chouette. Et puis, du coup, tu proposes maintenant, voilà, ce que tu disais, les masterclass, Mhm. les cours. Donc, ça permet aussi, voilà, t'as diversifié aussi ton offre autour de ça, quoi. Mm. C'est incontournable, malheureusement entre guillemets, mais en même temps, moi j'aime beaucoup faire ça. Je ne peux pas vivre que de cachets de concerts et de ventes Ouais. d'albums, donc oui, il faut diversifier son activité. Je suis en micro-entreprise. Donc, vu que tu me tends la perche et que c'est un peu le moment pub, je tiens à le préciser, je fais Vas-y. aussi des chansons. Je fais des chansons personnalisées, Ouais. ça marche beaucoup. Les particuliers m'écrivent pour un mariage, un anniversaire de mariage, des fiançailles ou d'autres, un baptême, je ne sais quoi. Ils me donnent des infos sur la personne concernée. J'écris un texte spécifique sur cette histoire-là, donc ça marche énormément. Il y a aussi les meet-ups, c'est des rencontres sur Zoom en 1 à 1 avec des personnes justement qui veulent me partager leur compo. Donc ils m'envoient leur compo en avance, quelques jours à une semaine avant par exemple. Je lis la compo, je l'analyse, je la note, et puis un jour on se rend compte, on se donne rendez-vous pardon, sur Zoom pendant des séances de 45 minutes. Parfois Non, c'est c'est cool. plusieurs séances qui se répètent Ouais. pour pouvoir échanger autour de la passion de l'écriture. Donc oui, c'est vrai que je diversifie pas mal les activités. Ouais. Alors, on arrive sur la fin. Je vais te poser 3 questions que je pose Oh là, à tout le monde. ok. Alors, ton morceau de louange favori du moment? Oh là là. Ben, en fait, c'est le du moment qui me pose problème parce que je suis très
très vieille école. Tu vas Ah non, mais c'est rigoler. pas forcément récent, hein. Pas Ah oui, forcément récent. voilà Mais que ça, t'écoutes ouais. beaucoup Et en ce j'écoute. moment. Bah, je sais même pas si je l'écoute beaucoup, je la chante beaucoup. Et en fait, c'est grave parce que je l'ai apprise à l'école du dimanche. Mais tu sais, il y a des chants comme ça qui se passent. Je crois qu'elle est même pas connue. Je sais même pas si elle existe encore sur YouTube. Ça faisait Esprit de Dieu, tout au fond de mon cœur, fait resplendir la gloire du Seigneur. Je te la chanterai pas en Ah, entier. je connais pas. Ah, ok, bah voilà, bah tu dis comme quoi. Et ben moi, dès que tu me dis louange ou un truc qui va me redonner un peu la force spirituellement ou dans ma foi, et ben je pense à cette chanson. Et donc elle date de l'école du dimanche. Je pourrais même pas te donner le nom d'un auteur, quoi. Mais je l'aime bien. Non, mais les vieux chants, je crois que ça a quelque chose de C'est très ça, marquant c'est dans ça. la tête. Là, j'étais en week-end avec mon église ce week-end et puis on a eu un temps de louange et tout. Et puis, en fait, c'est parti dans un, dans un, dans un truc où on a chanté plein de vieux chants, Mais quoi, oui. que j'avais pas entendu depuis des années. C'est les trucs que j'entendais. J'appelais ma grand-mère, je lui dis, écoute, genre, j'ai chanté que des chants qu'on chantait dans ton église à Et ben l'époque quand on voilà. était petite, Ouais, en fait. Voilà. ça reste, hein. Ouais, ça reste, ça reste. Ouais. Deuxième question, ta collaboration de rêve. Waouh. Et ben en fait, J. Cole, c'est un rappeur américain Mmh. qui n'est pas chrétien, à ce que je sache, mais qui m'a beaucoup inspiré dans sa façon de poser et dans sa réflexion. Mais justement, parce qu'il n'est pas chrétien et qu'il a une réflexion aiguisée, je trouve que Mmh. ça pourrait être une collaboration de rêve dans l'échange qu'on pourrait avoir et dans la vision de la société, justement, et nos problématiques contemporaines. Rien que l'échange humain, après, artistiquement, bien sûr, j'aime énormément ce qu'il fait. Il a un super flow, un super débit, un super sens du rythme et des bons choix instrumentaux. Mmh. Bon, il est inaccessible, hein, il est millionnaire, il est aux États-Unis, mais Ah, au on moins, sait voilà, jamais, on sait jamais. c'est ça. Mais ne serait-ce que pour la rencontre humaine et Ouais. l'échange qu'on pourrait avoir, éventuellement même autour de la foi, je trouve que ça sera une super expérience. Et un de tes titres dont tu es le plus fier? Hum, J'en citerai deux. H24 parce que je trouve qu'il est cool et parce que j'aime énormément ma femme, mais ça voilà. Et puis il y a le titre Temps mort. C'est pas le plus connu. Souvent il passe sous le radar. Les gens Mmh. mentionnent leur titre préféré, ça va être Postscriptum, Allergie ou je ne sais quoi. Mais Temps mort, c'est le morceau peut-être le plus personnel, le plus intime que j'ai réussi à mettre sur un album et à le partager à des milliers d'auditeurs. Donc ouais, moi c'est celui-là qui est plus intime et plus personnel. C'est le titre Temps mort de l'album Mon Critérium est incarné. OK. Donc H24 et Temps mort. C'est ça. Et c'est drôle ce que tu dis parce que oui, moi, mon titre préféré, c'est aussi Postscriptum, en fait. Donc, c'est Ouais. complètement cliché, du coup, je me rends compte. Non, 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 mais moi ça me fait toujours plaisir quand j'entends des retours. En plus c'est marrant, il y a des pasteurs parfois qui m'écrivent, qui me disent est-ce que je peux utiliser ce morceau pour ma prédication, en tout cas pour illustrer. C'est super gratifiant et enrichissant. Euh, donc ouais, non, je trouve que c'est cool. Ouais, non, non, mais ce titre, il est chouette, effectivement. Cette réflexion autour de l'Église Mm. et de l'Évangile, hein, c'est trop bien. Eh bien, écoute, Mick, merci Bah, beaucoup merci à toi, Stécie. pour cet échange. Franchement, c'était trop, trop bien. Ouais, Et donc, on peut te retrouver. Donc, on peut écouter tous tes titres, hein, sur toutes les plateformes, hein, ouais, de streaming. Tu as un site internet où justement tu répertories tout ce que tu proposes, ouais. tous tes titres, etc. Donc, qui est mick-highwood.com. Ouais, mais pour faire simple, sur votre moteur de recherche, tapez Meek, M-E-A-K. Exactement. Techniquement, c'est parmi les premiers sites ou le Voilà. premier qui apparaît. Voilà, c'est ça. Et donc sur YouTube aussi où tu partages Ouais, tous tes titres, etc. Et le podcast album est disponible si vous voulez écouter donc la version en entier, c'est sur YouTube. c'est ça. Et ou sur la version, enfin, sur la partie podcast donc de Sagesse et Morito, je crois qu'ils l'ont mis aussi, Ouais, qu'ils ont mis tout l'épisode. à Ouais. fait, tout à fait, tout à fait. Super. Et ben merci beaucoup Mick. Bah, merci Stécie, ça fait plaisir. Merci. Voilà, c'était la Worship Hour de Mick. J'espère qu'elle vous a plu. Encore merci Mick d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, c'était vraiment cool. Pour suivre l'actu du podcast, on se retrouve sur Instagram et Facebook. Et si mon contenu vous plaît et que vous avez à cœur de m'encourager et me soutenir, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux, me laisser un avis ou 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, mais en attendant, je vous laisse avec le titre Identité de Mick. Je vous dis à très vite et que Dieu vous bénisse. Corps duquel on m'a nommé maître, une main cultivatrice au pouvoir de création, un pied qui ne se crispe pas devant l'ambition. Regarde-moi, le prodigieux, et mes limites qui reculent. Je suis l'homme, un petit dieu, avec un H majuscule. Attends, c'est pas terminé. Attends. Sais-tu qu'aligner bout à bout nos neurones nous conduirait à la lune? Sais-tu qu'un 1 et 14 0 c'est le nombre de nos cellules?
C'est 100 fois le tour de l'équateur si on les plaçait tout à la chaîne. Une dizaine de milliers de livres pour stocker les infos d'un ADN. Sais-tu qu'un embryon à 3 semaines a déjà des battements de cœur? Sais-tu qu'un nerf se déplace à 270 km/h? Sais-tu qu'il y a 250 millions de cellules dans une goutte de sang? Je pourrais continuer des heures mais j'arrête ici parce qu'on n'a pas le temps. Depuis l'infiniment petit, j'étudie jusqu'à l'infiniment grand. Tellement complexe, tellement minutieux, l'artiste à l'origine n'a pas fait semblant. Huilé comme une machine de guerre, plus développé que leur technologie. Bijoux de valeur mais pas fait de pierre, je suis fait de chair, d'âme et d'esprit. On est des œuvres d'art, finement ficelées dans le détail. On est des œuvres d'art, finement ficelées dans le détail. Faites silence et admirez comment le sculpteur travaille. On est des œuvres d'art, finement ficelées dans le détail.